Bonjour à toutes et bienvenue sur la Sportive Outdoor. Aujourd'hui, je reçois Emma Karslake, qui est une aventurière passionnée de bikepacking, mais qui a aussi décidé plus récemment de se lancer dans une aventure tout autre, puisqu'elle a décidé de relier le Mont-Saint-Michel à Granville, en Normandie, à la nage, en nageant le long des côtes de la Manche durant 5 jours. J'avoue que ça m'a bien intriguée, alors je lui ai demandé de venir partager tout ça avec nous. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? J'ai grandi en France et j'ai pas mal voyagé après. Donc là, j'habite en Angleterre, mais je suis semi-nomade, on va dire, depuis quelques années. Ce qui a un peu commencé tout mon parcours d'aventure, c'est un voyage en Amérique du Sud à vélo, en fait, qui a pris 6 mois. C'était vraiment mon tout premier voyage à vélo. On s'était préparé, j'étais avec 3 amis. Ouais, d'une certaine façon, on était bien préparé, d'une autre, pas du tout, quoi. La première fois que j'ai pris mon vélo, avec les sacoches dessus, et il y a beaucoup d'équipements pour 6 mois. C'était en sortant de l'aéroport d'Ushuaia en Argentine. Et en fait, je les ai mises à l'envers, quoi. Donc, je me les tapais dans les pieds pendant 5 kilomètres. On a dû s'arrêter direct. Voilà, c'était vraiment le début d'une grande aventure qui a duré 6 mois. Donc, on portait toute notre maison. On avait tout le matos de camping, des filtres à eau, parce qu'il y a vraiment rien. Tu peux même pas attendre des robinets, des trucs comme ça. Et voilà, donc pendant ce voyage-là, j'avais 22 ans et j'ai rencontré pas mal de cyclo-voyageurs sur la route qui m'ont dit ah là là, t'as 22 ans, tu fais ça, voilà, c'est trop, c'est foutu là, tu vas faire ça toute ta vie. Et je me dis ah, bah, ils exagèrent, c'est n'importe quoi. Et en fait, ça fait 7 ans et j'ai pas du tout arrêté de faire du bikepacking depuis. Je l'ai fait sur le même vélo avec des longues aventures, des plus petits voyages avec des vélos plus légers. J'ai fait de l'ultra aussi à vélo. Mais voilà, ma vie en gros a tourné autour du vélo depuis. Donc bikepacking, dont tu fais beaucoup, mais là, l'aventure est un peu différente avec la nage. Comment est-ce que ça t'est venu, cette idée de nager le long des côtes de la Manche? Alors c'est une idée qui s'est formée petit à petit. En fait, il y a 2 ans, j'ai demandé pour Noël une bouée de natation. Donc en fait, c'est une bouée fluo, une petite cordelette pour relier. L'idée, c'est d'être visible en eau libre. J'avais découvert ça dans un réservoir à Londres où j'allais nager et on est obligé d'en porter un pour que les maîtres nageurs nous voient de loin. Et en fait, il y en a, c'est une grosse bouée, donc c'est de l'air, mais il y en a qui font aussi sac. Donc tu mets tes affaires dedans, après tu gonfles les parois et tu traînes tes affaires dedans, quoi. Donc j'avais demandé ça pour Noël et je l'ai utilisé un peu juste pour le fun, pour voir comment c'était. Donc j'avais fait une traversée du lac de Caume avec. Et je faisais des petits trucs, quoi. J'avais nagé 500 mètres pour aller de mon village au prochain village pour prendre un café dans le camping d'à côté parce que c'est drôle de sortir en maillot de bain en plein milieu du camping, mettre un t-shirt, aller prendre un café et revenir. Mais voilà, j'avais cette bouée, je me disais, bah, faudrait que je fasse autre chose avec. Je fais beaucoup d'itinérance à pied aussi, en rando, d'itinérance à vélo, évidemment. Bah, je me suis dit, bah, je sais aussi nager, donc pourquoi pas l'itinérance à la nage. Donc, après, j'ai commencé à chercher où et comment. Et le truc qui est vraiment important avec ce voyage, c'est que je me suis dit, il me faut quelque chose de simple, qui me fasse pas peur, parce que c'est quand même un milieu très différent quand t'es au milieu de l'eau. Voilà, c'est une expérience, quoi. C'est surtout pas un challenge. Je voudrais m'amuser et avoir une première idée de comment on planifie un voyage à la nage, comment quand t'es dedans, en fait, tes plans changent, et comment planifier le prochain. C'est un petit bébé voyage pour cette raison. Et l'autre raison aussi, c'est que j'ai eu une saison un peu difficile avec l'ultra en cycliste. Et moi, j'ai eu des problèmes de blessures, j'ai eu des problèmes aussi psychologiquement, je trouvais ça très difficile. J'ai pas du tout résisté autant que je pensais au manque de sommeil. Donc, et pourtant, ça faisait 1 an et demi que je me préparais vraiment à fond. Toute ma vie tournait autour de l'entraînement pour l'ultra. Et en fait, en août, j'avais un ultra. C'était le premier grand ultra que j'avais prévu de faire l'année d'avant, que j'avais pas pu faire parce que j'étais blessée. Donc c'était vraiment le point culminant jusqu'à présent. Et en fait, la veille, j'ai décidé d'abandonner parce que je me suis rendu compte que ça me rendait misérable, quoi. Je me suis réveillée avec la boule au ventre. Je me suis dit, vas-y, t'as plus que t'attends à accrocher sur ton vélo et après tout est prêt. Et après, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je peux pas commencer un voyage d'une semaine avec la boule au ventre. J'ai même pas commencé. Je suis pas fatiguée. Ça coûte de l'argent aussi les ultras, hein. C'est vraiment niveau financier, c'est quelque chose. Je me suis dit, arrête quoi, sois sympa avec toi-même, ça sert à rien. Donc j'ai arrêté ça. Et là j'avais quand même un sentiment de, ok, bah, je fais quoi maintenant quoi. Je suis super en forme, j'adore le voyage, j'ai abandonné tout ce pourquoi je me suis entraînée. Et donc je me suis dit, voilà, écoute, fais un pas en arrière.
tu vas pas arrêter l'aventure parce que de toute façon c'est ce que t'aimes, mais fais une aventure différente et surtout une aventure où tu te mets pas une pression de malade et si t'aimes pas, t'arrêtes. La nage, ça donne aussi un peu un point facile pour ça. Je nageais le long de la côte, donc je me suis dit, mais à tout moment, t'as envie d'arrêter de nager, et ben tu fais 100 vers la droite et t'arrêtes de nager. Et ce sera des vacances aventure, mais avant tout, t'arrêtes de te mettre cette pression constante, quoi. Ouais, c'est courageux comme choix d'avoir décidé d'arrêter, mais t'as très certainement raison pour pour ta Ouais. santé physique et mentale, parce que c'est vrai que si ça te générait tout ce stress, c'est hyper dur, mais c'est franchement chapeau. C'est quand même pas Et simple c'est comme marrant parce décision qu'il à y a prendre. beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était courageux et c'est vraiment pas une réaction à laquelle je m'attendais, quoi. Je m'attendais à avoir à m'expliquer. C'est dommage, tu t'es entraîné tellement. Et en fait, les gens comprennent vraiment, quoi, ce que c'est de mettre toute son énergie dans quelque chose et le jour d'avant dire stop. Ouais, ouais, je pense que c'est plutôt ça en fait, plutôt Ouais, que justement d'aller au bout et d'exploser complètement en plein vol et qu'il y ait des séquelles du coup beaucoup plus longues. Là au moins ouais, t'as arrêté à temps et puis après tu verras ce que tu fais de tout ça. ouais. Sur la natation du coup, bon j'imagine quand même que tu nages depuis longtemps, tu dois très bien nager, non? En fait, j'ai toujours adoré l'eau. J'étais un peu la nageuse moyenne, quoi. J'étais à l'aise en brasse. Le crawl, j'ai appris toute seule en 2021. Avant ça, en 2021, je pouvais pas faire 25 sans suffoquer. Je me suis entraînée à un triathlon. Et à l'époque, évidemment, c'était un triathlon qui était une distance demi-Ironman. J'étais vraiment endurance, endurance, endurance pour mon premier. Donc je me dis bon bah j'ai 6 mois pour apprendre le crawl, ça peut pas être bien difficile. Bah c'est difficile. Donc j'ai galéré. Maintenant je suis à un stade où je suis pas une bonne nageuse technique, mais je suis très à l'aise en crawl. Pour une longue distance, je me mets en crawl maintenant plutôt qu'en brasse. Donc je vais pas vite, mais je suis très à l'aise et surtout je suis très à l'aise en eau libre. En fait, j'ai appris en Mmh. piscine et très rapidement je suis allée nager que en eau libre. Et ça change vraiment la donne parce que un très bon nageur en piscine peut paniquer en triathlon en eau libre et ça arrive souvent. Ouais, c'est le classique. Alors moi, Ouais, je nage mal, mais je m'étais mise à la natation et en piscine et j'ai fait un triathlon S. ouais, C'était panique à bord. J'avais l'impression que j'oubliais tout, que ouais. c'était plus pareil, quoi. C'est pas la même eau. Ouais, donc Non, l'entraînement spécifique au libre, effectivement, ça a dû jouer. Et comment est-ce que t'as préparé du coup ton voyage? Est-ce que donc t'as donc évidemment tu t'es entraîné à la nage en eau libre, mais est-ce que t'as eu d'autres choses sur lesquelles tu t'es préparé physiquement ou mentalement du coup? en fait, l'entraînement, c'était pas grand-chose parce que récemment, j'avais pas beaucoup nagé, donc j'ai dû faire 3 sessions la semaine, 2 semaines avant, et après j'ai en piscine. Et après, j'ai fait 2 sessions vraiment quelques jours avant où j'avais ma bouée, je chronométrais, je regardais les courants pour voir un peu, pour confirmer mes plans, quoi. Donc la partie entraînement, c'était pas grand chose parce que j'avais choisi des distances journalières qui étaient petites, hein, comme c'était vraiment pas pour le challenge. J'avais prévu de faire entre 3 et 4 kilomètres par jour. Donc c'est pas énorme, sachant que j'avais a priori toute une journée, qui se complique un peu avec les marées dans la région où j'étais. Et puis toujours l'option de tu sors de l'eau et tu marches. Entraînement physique, pas grand chose. Alors après, je suis en forme. Hein. J'ai eu des courbatures, si tu veux, que je pense qu'un nageur aguerri aurait pas eu, mais j'étais en forme, donc ça allait. C'était plutôt la partie de la planification du voyage elle-même que j'ai trouvé difficile pour 2 raisons. La première, c'est qu'en France, apparemment, c'est pas légal de remonter une rivière à la nage ou de la descendre à la nage. En France, et comme dans beaucoup de pays, il y a aussi quelque chose qui est pas autorisé, c'est le bivouac sauvage que je passe ma vie à faire. Donc, il y a beaucoup de lois qui existent, mais qui sont très tolérées si tu vas à Ouais, le l'encontre. bivouac, ouais, ça dépend enfin, ça dépend, en fait, ouais. Mais bon, moi en bivouac, je sais ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire. Et j'avais pas envie d'avoir une semaine de nage et qu'on me dise de m'arrêter à un moment donné, quoi. Donc j'ai dit ok, les fleuves, c'est non. Donc ça sera la mer. Et après la mer, j'avais quelques contraintes. Sur les quelques jours, j'avais une vingtaine de kilomètres à faire. Et je voulais donc un endroit où il n'y avait pas de port ou d'écluse, mais ça j'ai pas de problème parce que c'était en mer. Donc pas de port sur 20 kilomètres. Et puis je campais pas cette fois-ci parce que j'avais pas de place dans mon sac pour le matos de camping. Donc il me fallait aussi un endroit où il y avait des Airbnb à 3 kilomètres l'un de l'autre, quoi. Mais en même temps, un endroit joli parce que je voudrais nager dans un endroit joli. Donc déjà, ça fait pas mal de contraintes. Ensuite, un endroit où la mer
est généralement plutôt calme. Moi, la côte française, je connais certains endroits et d'autres endroits que je connais pas. Sur la côte atlantique, par exemple, il y a des endroits où, en fait, c'est rare de pouvoir nager. Il y a des endroits qui sont interdits à la nage. Donc, en fait, je me suis retrouvée un peu à demander autour de moi et j'ai fini par faire le Mont-Saint-Michel, Granville, parce que c'est pas loin d'une région que je connais bien, en fait. Mes parents, ils habitent à 20 kilomètres au nord de Granville. Donc, je connais la côte, je connais les courants. Je connaissais pas ce bout-là en particulier, mais je savais comment me repérer. Pour l'itinéraire, tu peux pas utiliser Google Maps ou des applis normales, on va dire, ni maritimes d'ailleurs. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai une montre de triathlon Suunto où tu peux tracer des itinéraires libres. Donc, j'ai tracé une ligne dans l'eau. J'ai regardé après les distances journalières où je pouvais m'arrêter dans les villages. J'ai fait comme ça en me disant c'est très approximatif. En regardant une carte, je savais pas à quelle distance du bord je serais, ce qui change énormément la distance que tu vas parcourir, hein, si tu longes les baies ou si tu les traverses. Et puis je savais pas si je nagerais très droit aussi, parce que d'une part c'est difficile de nager vraiment droit, et d'autre part avec les courants tu fais pas forcément ce que tu veux. Donc c'était un peu approximatif. Voilà, et j'ai dit bah on va voir. Après je voulais aussi éviter les rochers, les trucs comme ça. J'ai essayé de trouver des cartes maritimes. Et quand on s'y connaît pas en fait en navigation, trouver une carte où tu as les vents, les courants, les rochers, les zones d'amarrage, c'est super difficile. Donc je trouvais ça difficile, mais j'ai fini par utiliser l'appli de Garmin, je crois. Il y a une appli avec un essai gratuit de 2 semaines. Et là c'était top parce que j'avais les vents, les prédictions des vents et des courants tous les jours. Ok, incroyable. Je Donc ça savais c'est pas qu'il y ouais. avait ça. Ouais, bah c'était top. En fait, c'était simple parce que c'est ce que je voulais. Parce qu'il y a des applis ou des cartes maritimes où je comprenais rien quoi. Je me suis dit, un voyage d'une semaine, je vais prendre 2 semaines à comprendre la carte, ça sert à rien. Ouais, c'est Donc un peu voilà. technique. Et après, la deuxième chose que je voulais planifier, c'est qu'encore une fois, comme je voulais pas galérer pendant 2 heures tous les jours. Je voulais que ça soit un moment de plaisir. Ce qui était pas évident d'autre part parce que c'est en Normandie en septembre que je l'ai fait. Donc je me doutais bien que le temps pourrait ne pas être top. C'est que j'ai regardé les courants. Alors les courants, il y a des courants qui varient un peu en surface avec le vent, mais c'est la baie du Mont-Saint-Michel, c'est la baie en Europe où il y a le plus de marées, les plus grandes marées. Donc elle se retire tous les jours énormément. Donc il faut bien planifier l'heure à laquelle tu arrives sur la plage, parce que si tu peux arriver, il y a juste pas d'eau, mais vraiment pas d'eau à des kilomètres, donc ça sert à rien d'aller nager. Mis à part le vent et l'horaire des marées, il y a aussi les courants. Donc le flot et le jusant, qui sont les courants qui vont avec les marées montantes et descendantes. Et donc je me suis calée sur ça. Donc je me suis dit, il faut que je me pointe à une heure où il y a de l'eau et à une heure où le courant me porte pour me faciliter la tâche. Ça fait quand même pas mal de paramètres, hein. C'est vrai Ouais, qu'en fait, on se rend pas forcément compte quand on n'y a pas réfléchi. C'est pas simple quand même de planifier ouais, tout ça. ouais, Et au niveau équipement, donc t'avais ta bouée, forcément. Mais qu'est-ce que ouais. t'avais? T'avais une combinaison et qu'est-ce que t'avais emporté aussi, du coup, dans ta bouée? J'avais ma bouée. Ma bouée, elle fait une dizaine de litres, donc c'est pas énorme, hein. Surtout que tu peux pas vraiment mettre 10 litres dedans si tu veux vraiment qu'elle soit étanche. Donc moi, j'avais ma combi de natation, des gants et des chaussettes de natation, qui sont donc en néoprène, hein, comme la combi, qui sont pas forcément obligés. Moi, j'ai une mauvaise circulation, je voulais pas prendre de risques. J'avais pas de bonnet néoprène parce que ça c'est un petit peu abusé. La mer était à 18 degrés quand même, c'est pas très froid. Hein. Dans mon sac, bah, j'avais mes affaires en fait. Hein. J'avais mon téléphone, un chargeur, le strict minimum pour me changer. Après, j'avais aussi une amie en fait qui faisait le sentier côtier pendant que je nageais. Donc je pouvais pas tout à fait tout rentrer dans mon sac. Généralement, je lui donnais juste mes chaussures ou un truc qui avait un peu plus de volume. Et le truc que j'ai découvert pendant cette semaine, moi, c'était la vaseline en fait, que j'avais pris au cas où et j'ai bien eu raison parce que j'ai une peau assez fragile et même juste 1 heure par jour dans la mer, j'ai passé un peu plus, mais même juste 1 heure par jour dans la mer, moi m'enlève la couche supérieure de la peau du visage, quoi. Et comme il n'y avait pas de soleil, parce que s'il y avait du soleil, ça te ferait cuire, je pense, donc je l'aurais pas fait. J'étais recouverte de vaseline, quoi, et c'était super. J'ai adoré l'expérience. C'est Ça une m'a bonne vraiment technique. protégé la peau, ça c'était le bon plan pour moi, ouais. Intéressant, c'est vrai que c'est un petit détail auquel on ne pense pas. Comment ça se passait tes journées? Est-ce que t'avais
du coup un peu une journée type? Enfin, t'as répété ça pendant 5 jours, ou est-ce que chaque journée était très différente? Et tu nageais combien d'heures par jour? Enfin, quand est-ce que tu mangeais? Enfin, comment t'organisais ça? Alors, il n'y avait pas vraiment de question de ravitaillement ou quand est-ce que je mangeais parce qu'en fait, j'ai fait tout d'une traite. Donc, j'avais toujours dans mon sac un petit snack au cas où pour pouvoir m'arrêter et manger ou boire. Mais en fait, je l'ai pas utilisé parce que au maximum dans la semaine, je nageais 1h45 et j'allais pas vite, donc j'ai pas fait de vraie pause pour manger. Les journées type, il y avait oui et non parce que les horaires étaient décalés chaque jour. Hein, la marée se décale d'à peu près 45 minutes par jour. Et j'avais les contraintes des trains du premier jour et du dernier jour. Donc comme j'étais avec une amie qui devait arriver et rentrer à certaines heures. Donc en fait le premier jour, je me suis complètement trompée. Enfin oui et non, je savais qu'il y avait des chances que quand j'arrive, il y ait pas d'eau. Donc je me suis changée sur le sentier côtier et je suis arrivée sur la plage au niveau du Mont-Saint-Michel. Le coefficient de la marée était petit, donc elle était pas censée se retirer trop, mais c'est quand même un endroit où il y a des grandes marées, donc c'était un peu un pari. Je me suis dit, si ça se trouve, il y aura pas d'eau, en espérant évidemment qu'il y ait de l'eau. Donc je me change sur le sentier côtier, j'arrive sur la plage, et là je vois des groupes d'écoles qui font la marche de la côte au Mont-Saint-Michel en basket. Je me suis dit, bon, je sais pas si je vais pouvoir nager. Je me suis dit, écoute, t'es en combi là, ça prend un quart d'heure de mettre combi et tout le bazar, tu vas pas te déshabiller quoi. Vas-y, vois si tu trouves de l'eau. Bon, donc je marche dans la tangue, c'est une espèce de d'argile qui est propre à la Manche, donc c'est comme un sable noir très très gluant. Donc je m'enfonce jusqu'aux genoux, c'est pas grave parce que j'ai ma combi. Bon, et après j'ai trouvé un ruet, vraiment un petit truc d'eau qui allait vaguement dans la bonne direction avec un peu de courant dans la direction. Je me suis dit, bah, t'es moitié couverte de vase, t'as chaud parce qu'en fait, il y avait un peu de soleil dans la combi, t'as vite chaud. Donc, je me suis allongée dans le ruet, j'ai un peu rampé. Donc, j'ai fait quelques centaines de mètres comme ça. Je me suis dit, bah, au moins, jour 1, je pourrais dire, j'étais dans l'eau, j'ai utilisé mes bras. Voilà. Donc, voilà, j'ai un peu rampé dans un peu d'eau le premier jour. Et je suis ressortie, donc j'ai couvert la distance. Mon GPS me dit que j'ai couvert la distance. Pas grave. Le deuxième jour, j'avais des conditions top, il faisait assez beau. Il me suffisait de sortir de la petite cabane qu'on avait louée le long de la plage. Et d'abord, je longeais la plage, c'est une grande baie. Et après, il y avait un petit bout de falaise qui me faisait un petit peu peur. Il y avait juste un point où je pouvais ressortir pour le soir. C'était une jetée à côté d'un endroit où il y avait des bateaux. Donc voilà, c'était mon plan. Encore en me disant, je peux m'arrêter au bout de la plage avant de commencer la partie falaise. Et voilà, je suis allée dans l'eau. Mon ami a fait le sentier côtier et en fait, je suis arrivée sur la jetée juste exactement en même temps qu'elle, parce que le courant était tellement fort que j'avais vraiment presque rien à faire. Donc, j'ai fait 4 kilomètres en 1 heure, ce qui n'est pas du tout ma vitesse de natation à moi, quoi. Hein. C'était vraiment rapide. Là, c'est le premier jour où j'ai découvert que les repères que tu prends sur la carte, quand tu regardes la carte, que tu reconnaîtrais à pied ou à vélo, c'est très différent quand tu es dans l'eau. Hein. Je pense la raison principale, c'était vraiment la tête au niveau du sol, en fait, donc tu vois rien. Euh, je savais qu'il y avait une espèce de petite péninsule que je devais viser, mais en fait, tu la vois toutes les 5 respirations, parce qu'il suffit qu'il y ait une petite vague au-dessus, devant toi, qui est juste à la hauteur de ta tête et tu la vois pas. Les distances sont très difficiles à juger. Hein. C'est un peu comme être dans le désert où tu te dis, à mon avis, si moi je crois que c'est à 2 kilomètres, ça doit être à 8 kilomètres. Donc c'est difficile de juger de son progrès, de son avancée. Alors il y a la montre, mais la montre en natation, c'est pas très précis. En plus, si tu fais des zigzags, si ça se trouve, tu sais pas vraiment où t'en es. Donc c'est là que le premier jour où j'ai découvert que c'était vraiment plus difficile de naviguer, surtout quand il faut longer une côte et éviter des rochers, des trucs comme ça. Mais bon, très très bonne journée. On a marché jusqu'à notre B&B qui était en fait à vol d'oiseau à 1,5 km de l'Airbnb d'avant, quoi. Donc c'était un peu... ouais, quand on arrivait avec les propriétaires du B&B nous demandaient «Ah, vous venez d'où? Vous allez où?» On disait «Ben, on vient de Genève et on va à Jugoville» et ils nous regardaient genre, quelle bande de flemmards, quoi. Mais bon, c'était très sympa. Euh, le troisième jour, c'était un jour un peu spécial. Ça faisait longtemps que j'y pensais parce que c'était un jour où c'était 4 kilomètres de falaise en continu, en fait. Et c'est des falaises qui sont abruptes, avec beaucoup de rochers, pas de plage. Et donc, je me disais, bon, là, en fait, je peux pas faire de pause, quoi. C'est 4 kilomètres sans faire de pause. Ça va si les conditions sont bonnes. Si les conditions sont pas bonnes, ça peut ne pas être marrant.
Donc, ce que j'avais fait, c'est là, j'avais vraiment, vraiment étudié la carte. Il y avait une petite rivière qui se jetait dans la mer, à peu près à 2,5 km, qui formait une petite plage. Donc, j'avais ça dans la tête comme un point de repère pour un endroit où je pouvais m'arrêter. Et je me suis dit, bah, il faut que j'aille à marée encore plus descendante que d'habitude, un peu plus basse, parce que en bas des falaises, en fait, il y a quand même du sable. Mais il faut que ça soit bien découvert. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Malheureusement, quand je suis arrivée sur la jetée pour reprendre ma nage, il y avait de l'eau jusqu'au rocher, donc c'était pas une option. Donc tant pis, je me suis dit le courant doit être le même qu'hier, j'y vais. Donc je me suis lancée et là c'était vraiment le jour que j'ai en mémoire comme la grande aventure quoi. Alors que c'était 1 heure de natation en Normandie à 25 km de chez mes parents, mais j'ai vraiment la vision de Mont-Saint-Michel à gauche et ces grandes falaises noires à droite. En plus, c'était un peu dramatique parce qu'il faisait un peu moche sans que ce soit la tempête, mais bon, ça faisait vraiment grande aventure. J'étais quand même assez loin du bord parce que j'ai une trouille bleue de me taper dans un rocher. Rationnellement, t'as pas besoin d'être à 200 mètres du bord, mais je n'avais pas envie d'être à 50 mètres du bord. Je trouvais ça trop proche. Donc je me suis bien éloignée. Et, j'ai nagé. Donc là, il fallait passer une petite péninsule. Et après ça, j'aurais eu la vue de la plage de Julouville un peu plus loin, la petite plage où je pouvais m'arrêter. Donc ça, c'était vraiment ma meilleure journée en fait. C'était la journée que je redoutais un peu. Et en fait, bah, le courant était avec moi, c'était très beau. Donc j'ai vraiment un très très bon souvenir de ça. En fait, c'est un peu ça. Même si je refais un voyage à la nage, je voudrais me sentir comme ça tous les jours, quoi. Donc c'est la journée falaise qui me faisait peur, qui a été ma préférée, mais de loin. Troisième et quatrième jour, c'était un peu la même histoire pour les deux. Troisième jour, il y avait beaucoup de vent, mais vraiment c'était une petite tempête, quoi. Le courant était encore avec moi, mais j'ai eu beaucoup de mal à passer juste à la barrière des vagues, hein. Ça dépend, mais là, il y avait environ 6-7 vagues qui arrivaient au même endroit tout le temps. Et après ça, la mer paraissait un peu plus calme. Mais en fait, j'ai pris très longtemps à rien que passer cette barrière. Une fois que je l'avais passée, j'étais déjà bien essoufflée, ce qui est pas vraiment désirable quand t'as même pas commencé à nager. En fait, il y avait encore quelques vagues après ça, mais je voulais pas non plus aller à 300 mètres parce que dans ces conditions, je le sentais pas. Donc, je me suis fait retourner plusieurs fois par des vagues. J'étais à nouveau essoufflée. Je me suis dit, moi, je suis ressortie de l'eau et j'ai dit, bon, bah, je vais voir ce que je fais là parce que ça va pas. Bon, j'ai marché un tout petit peu, ça me paraissait un peu plus facile. Je suis re-rentrée. Et donc là, j'ai fait ce jour-là 2 kilomètres, mais en galérant, quoi. J'ai fait de la nage quand je pouvais et j'ai mis à contribution mes skills de longe-côte. Le longe-côte, c'est en fait on a de l'eau jusqu'au nombril. Avec les bras, tu fais plus ou moins des mouvements de crawl et t'alternes les bras et les jambes. C'est un sport en gros plutôt pratiqué par le troisième âge, hein, en groupe, en combi. Ça fait un peu armée de zombies dans l'eau. Mais voilà, j'en avais fait une fois avec ma tante qui avait 80 ans et du coup j'ai mis mon entraînement à profit pour faire des pauses en fait entre la natation et quelque chose d'un peu moins fatigant. Parce que le problème c'est que nager avec les vagues, si tu te fais pas retourner, ça me dérange pas trop. Parce que quand t'as l'habitude, même si t'as la tête dans l'eau, tu sens la mer te tirer d'un côté. Et donc, quand tu sens que tu te fais tirer d'un côté, tu sais que tu sors pas la tête dans 3 secondes, parce que si tu sors la tête à ce moment-là, tu vas te prendre la vague dans la tête. Donc, tu ajustes tes respirations. D'ailleurs, je pense que ça, c'est un truc qui est important dans la nage en eau libre, c'est de pouvoir être flexible sur ses respirations, quoi. Si t'es bloqué à respirer tous les 3 coups, c'est compliqué. Moi, souvent, je respire 3, 5, 7 quand tu peux, quoi. Le côté que tu peux, c'est pas plus flexible. Et un truc que j'avais pas trop anticipé, c'est que il y a ton corps qui prend la vague, mais il y a aussi en fait ta bouée. Donc ta bouée, elle suit le courant. Donc j'avais la côte à droite, la mer à gauche, les vagues venaient de la gauche. Donc les vagues d'abord poussaient mon corps. Bon ça, j'ai pas de problème, je roule sur la vague. Mais en fait après, 1,5 mètre plus tard, elles atteignent ta bouée. Et si c'est une bonne vague, ça la tire bien quoi. Donc tu nages et chaque vague, tu te fais tirer la colonne vertébrale vers la droite. Pareil pour passer des barrières de vagues, tu peux essayer de sauter sous la vague. J'ai essayé. Le problème c'est que ton corps il va sous la vague et aussitôt que ta bouée heurte la vague, tu te fais tirer par le haut par ta bouée. Donc encore une fois, ton dos est pas super content. Donc en fait t'es obligé de te prendre l'eau dans la tête quoi. T'as pas le choix. Nager avec des vagues, oui. Nager avec des vagues avec une bouée, c'est toute une autre histoire. Et ça, j'avais pas anticipé.
Donc voilà, deuxième jour assez difficile. C'est quand même sympa. Dernier 200 mètres, je crois que je les ai faits. Je suis sortie de l'eau en fait. Il y avait une averse de grêle. Donc au début, je suis restée dans l'eau parce que ça fait moins mal. Quand la grêle s'est un peu arrêtée, je suis sortie. Je me suis dit, bon bah là, j'ai pas froid parce que j'ai une bonne combi. Il y avait un brouillard. C'est vrai, vraiment, c'était l'apocalypse sur la plage, quoi. Il y avait des gens sur la plage qui étaient avec leurs chiens. Ils avaient tous disparu. Il y avait plus que moi. Mais je me suis dit, bah là, en fait, j'ai trop de chance parce que j'ai chaud, je suis en combi, je suis protégée, je m'en fiche si je suis mouillée, je suis déjà mouillée. Et donc j'ai marché sur la plage toute seule dans la brume avec la tempête. Et en fait, c'était super super sympa, quoi. Alors que c'est vraiment le truc, si tu sors de ta maison pour te balader, c'est le cauchemar, mais c'était pas. De l'extérieur, ça devait être drôle de te voir déambuler. Ouais, qu'est-ce qu'elle fait? C'est ça. Et donc, on arrive au dernier jour. Le dernier jour, on avait un train à prendre début d'après-midi, ce qui faisait que j'étais obligée d'y aller avec la marée montante et donc le courant contre moi. Et c'était encore un peu la tempête. Donc là, c'était le bazar, quoi. En fait, je me suis réveillée, je me suis dit, mais quelle galère, qu'est-ce que je fabrique? Bon, j'y vais. Et c'était la marée montait, donc j'ai pu un peu tricher au début. J'avais en gros deux baies à longer. Mais au lieu de longer la première baie, j'ai visé en ligne droite Granville, où tu vois des bâtiments de loin. Et aussi que je suis myope et que j'ai pas de correction quand je nage. Donc seulement c'est difficile de se repérer, mais c'est encore plus difficile si t'as pas tes lunettes. Je suis pas très myope, mais ça change un peu la donne quand même. Et donc j'ai pu un peu tricher, on va dire, pour la première baie. Et après j'ai fait un peu pareil, moitié longe-côte, moitié natation. J'ai fini par nager encore une fois dans presque pas d'eau parce que c'est là que les vagues étaient les plus gérables, quoi, entre moi et ma bouée. Voilà. Et donc j'étais peut-être à 2 kilomètres. J'étais arrivée en fait au village avant Granville. C'était juste niveau temps, quoi. J'aurais pu finir, je pense, vu la vitesse à laquelle j'allais. C'était juste et j'étais fatiguée. En plus, à ce stade-là, j'avais quand même pas mal de courbatures aux bras, aux épaules. Puis je me sentais fatiguée, quoi. Et là, j'ai eu enfin, comme je suis habituée à dépasser un peu mes limites avec l'ultra et bon, le voyage quand t'es fatigué, ça arrive souvent. Je me suis surprise à avoir les pensées que j'ai quand je dois me pousser et que j'ai plus envie, quoi. Donc je me disais, enfin, il y a différents trucs, hein. Je me dis, tu vois, genre coupe tes sensations, c'est pas toi qui décides. Vas-y, arrête de regarder le point au loin, tu vois. Fais 3 respirations et des 3 respirations d'après, regarde le caillou et après le caillou d'après, tu vois, quand t'es à vélo, et des mécanismes juste pour te permettre de continuer d'avancer. Et là, je me suis dit, bah non, c'est pas du tout pour ça que je suis là. Donc, je suis sortie de l'eau, j'ai dit, c'est fini. Et ma copine m'attendait sur la plage et on avait acheté une brioche et du chocolat au lait et on a mangé notre brioche et notre chocolat au lait après ma séance de natation. Meilleure Ce manière qui de est terminer. exactement, voilà, ce qui est exactement ce qu'on faisait quand on avait 8 ans et qu'on prenait des cours de natation où on apprenait rien. D'où le fait que je connais pas, je connaissais pas le crawl avant 2021. Et en fait, je me suis dit, bah voilà, en fait, c'est exactement pour ça que je suis venue. Je suis venue pour prendre des goûters sur la plage avec ma copine après ma session. Je suis pas venue ici pour me faire vomir de stress parce que j'ai pas réussi, quoi. C'est clair. Ah, c'est une belle manière de terminer en plus. Là, quand tu parles, enfin, des courants, des conditions météo, ça me semble du coup être un peu le pire de l'organisation d'une telle Ouais. aventure. C'est effectivement le pire ou pour toi c'était autre chose qui était la principale difficulté? En fait, les marées, hein, les marées comme elles le sont au Mont-Saint-Michel, les marées importantes, il y a vraiment une fourchette de 2 heures dans la journée où tu peux nager sans avoir à marcher beaucoup. Alors, sachant que même si tu marchais beaucoup pour atteindre l'eau, en fait, la pente de la plage est telle que une fois que tu as atteint l'eau, tu dois encore marcher 200 mètres pour avoir de l'eau aux genoux, encore 200 mètres pour avoir de l'eau à la taille. C'est pas pratique. Tu pourrais choisir les accalmies dans le vent, mais quant à la marée, c'est maintenant ou jamais. Et donc, tu choisis pas les autres conditions. Donc, je pense que plus que les courants, dans mon cas, là, c'était les marées. Mais en même temps, pour moi, c'était un bon endroit parce que je connaissais un peu la côte, donc je pense que le mieux, c'est un endroit que tu connais déjà sans y avoir nagé, mais tu connais l'eau, quoi.
Oui, ouais, c'est clair. Faut effectivement pas se lancer comme ça, ça reste un milieu qui est quand même compliqué, quoi. Et la copine donc qui suivait sur le sentier côtier, est-ce qu'elle, bon, elle faisait sa balade en gros, mais sans vraiment se préoccuper de toi? Ou est-ce qu'elle était tout le temps en train de regarder, en fait, la mer pour voir, si tout allait bien? Comment vous avez géré ça? Le premier jour, bah, je nageais pas, donc elle m'a vu nager dans la vase. Non, le deuxième jour, je pense qu'elle était un peu stressée, ouais, plus que moi. Et puis bon, en fait, c'est bien d'avoir quelqu'un à 200 mètres sur la côte, mais elle est pas sauveteuse en mer, hein. Si jamais elle me voyait en détresse, elle appellerait un sauveteur. Mais le troisième jour, le jour des falaises, le fameux jour qui me faisait peur, il se trouve que, je sais pas, la façon dont elle sentait côtier, elle m'a dit qu'elle m'avait pas vu une seule seconde de toute la nage, alors qu'elle essayait de me voir, mais ouais, bah, et les 2 jours d'après, un peu pareil en fait. Elle m'a vu galérer dans les vagues, revenir essoufflée. Elle s'est dit bon, je garde un œil sur toi. Après, je lui ai dit non, mais là, je vois que si j'ai de nager, je peux me mettre dans une situation dangereuse. Donc je reste sur le bord, rentre, va au B&B et mets-toi au chaud. Ça sert à rien que tu marches à littéralement 2 kilomètres heure sous la pluie. Donc un mélange quoi en fait. Des moments où on se disait toutes les deux c'est un peu chaud, elle restait plus près, sinon elle faisait sa vie. Et Sinon, bon, en fait, toi, faut quand même, ouais, oui, les risques, en fait, toi, tu les gérais aussi vraiment en faisant très attention, vraiment limite ouais, minute après minute, en te disant: «Bon, bah, là, par exemple, en fait, c'est trop chaud, je fais, bah, plus du longe-côte», par exemple, ouais, ou je sors carrément. Donc c'est plus ça, ça a plus été ça ta manière de gérer, en fait, les risques inhérents à la pratique, quoi. ouais. Parce que sa présence, c'était rassurant, mais c'était à moi de gérer mon truc. Après, il faut voir qu'est-ce qui peut se passer. C'était pas un ouragan non plus le truc. Je sais que alors il y a les courants qui vont sud, nord, ouest, est un petit peu, mais sur cette côte, les courants, si tu fais la planche, en gros, tu finis sur la plage, marée descendante ou montante. Et ça, je le savais. Après, j'ai ma bouée, ma bouée, c'est pas une bouée de sauvetage, mais si tu as une crampe au bras ou à la jambe, tu peux t'accrocher dessus et attendre 10 minutes que ça passe. Donc vraiment le seul vrai danger enfin, que j'avais imaginé, c'est si jamais j'avais un problème et que je pouvais plus nager, que j'avais disons une crampe et que c'était un moment où j'étais proche des falaises et que le courant me rapportait aux falaises. Et c'est pour ça que je nageais vraiment loin des falaises. Après, moi, j'ai jamais eu une crampe de ma vie. Enfin, il n'y avait pas vraiment de risque. Je pense que les risques ils font peur parce qu'ils sont un peu plus grands s'il y a quelque chose qui se passe mal. Mmh. Mais en fait, il y a aussi peu de chances qu'il se passe quelque chose de vraiment, vraiment mal, quoi. Surtout si tu fais attention. Oui, et puis tu avais prévu, du coup, des étapes pas trop longues pour Ouais, avoir, un peu de marge, en fait, parce que tu sais que ces ouais, distances-là, tu les gères et c'est ouais. important aussi, quoi. Sur la planification, un truc que j'ai pas dit, c'est que j'avais trouvé des itinéraires de nage, des nages assistées, ou quelqu'un en kayak, ou encore mieux en bateau à moteur à côté. Mais c'était ou des courses, ou des challenges. Alors il y a un gars qui a fait le tour de la France à la nage, bah c'est super, mais il nageait 25 km par jour, il tractait un truc avec toute sa vie dessus. Et lui, c'est un explorateur professionnel. C'était un truc qui lui fait de l'argent. Le tour du lac d'Annecy, par exemple, ça, le tour des lacs, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire. Mais c'est difficile de trouver des informations, sauf dans le cadre de courses encadrées où il y a des gens pour te surveiller. Et donc là, je me suis dit, bon, bah, ça va être, toi, ce que tu vas faire, ça va être complètement différent parce que t'as personne pour te surveiller et tu te débrouilles, quoi. Oui, et puis ça là, c'était effectivement, enfin, tout l'objet de ça aussi, c'était de pas retomber dans un truc de Ouais, course où tu te mettais une pression. Donc là, au moins, tu faisais ton truc, à ton rythme, ouais. comme tu voulais. Et est-ce que ça t'a donné envie de recommencer, du coup, ce ce genre d'aventure aquatique, on va dire? Ah oui, énormément. Franchement, pas un endroit où il y a des marées, quoi. C'est vraiment restrictif. Et surtout, ça va pour 4 kilomètres par jour, mais si tu voulais faire des vraies distances, et c'est trop chiant. Enfin, vraiment, je pense, avec des marées, ça vaut pas le coup. Pour des grandes distances, non. Après, encore une fois, hein, c'est vraiment une zone exceptionnelle dans toute l'Europe, là où j'étais. Ça me donne envie. Moi, j'ai très envie de faire des tours de lac. J'ai nagé pas mal dans le lac de Caume, par exemple, où j'ai fait village à village. Mais encore une fois, il y a des zones de baignade interdites. Des trucs sur Internet, c'est très difficile à trouver, quoi. Donc en fait, il faudrait faire un tour de repérage à vélo, par exemple, et après planifier une semaine de nage, ou alors connaître quelqu'un sur place. Mais
c'est vraiment la planification que je trouve le plus difficile, quoi. Ouais, ça a l'air super compliqué. C'est vrai qu'on se rend pas Mm. forcément compte quand on s'est pas intéressé à la question. On se dit bon, il y a Ouais, de l'eau à pas mal d'endroits, mais au final, t'as plein d'endroits où tu peux juste pas le faire, quoi. ouais. Et pour terminer, est-ce que si quelqu'un nous écoute et qu'elle a envie de se lancer dans ce genre de périple, quel conseil est-ce que tu donnerais? Je pense que la façon dont j'ai approché la chose, c'était très bien, quoi. J'espère faire des voyages plus longs, avec des distances journalières plus longues, mais autant j'ai sauté dans le monde de l'aventure à vélo avec un voyage de 6 mois qui traversait les Andes sans expérience et c'était pas grave. Il y a plein de gens qui le font et ça marche. Je pense qu'en natation ça marche pas. Tu peux pas. Il faut vraiment y aller doucement et augmenter quand t'es prêt, quoi. Ouais, ça m'étonne pas. Je pense que c'est un bon conseil. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne si on veut suivre tes aventures? Alors j'ai un compte Instagram qui s'appelle Emma underscore tiré du 8, je sais pas comment on dit, up tiré du 8 cycles. Je Et je mettrai le prépare un lien. site internet, mais je ne sais pas quand est-ce qu'il va vraiment arriver ce site. Donc voilà, à suivre. Mais ça sera sur mon Instagram. Déjà sur Instagram, je le mettrai. Bah, merci beaucoup d'avoir partagé cette aventure qui est vraiment originale avec nous. Je dois dire que ça m'intriguait et je suis vraiment ravie de n'avoir appris davantage, parce que c'est chouette aussi de voir ta manière de voir les choses, comment t'as organisé tout ça. Et puis bah on va te suivre et puis peut-être que tu viendras partager d'autres aventures avec nous aussi. Ah, super, bah merci beaucoup en tout cas.